Je suis le quatrième et dernier. Vous êtes prêts? Je vais faire vite. Hop. Alors c'est vrai que c'était assez marrant parce que quand Arnaud m'a appelé en me disant alors moi je fais un événement sur les repreneurs d'entreprise, il faut que tu parles d'IA, et je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont en avoir à secouer. Mais alors on va faire un test. Est-ce que vous avez déjà utilisé de l'IA? Ouais. Est-ce que vous avez déjà utilisé de l'IA dans votre milieu professionnel, enfin dans un contexte professionnel? Moitié moins. Super. Alors, moi, je vais justement vous expliquer en quoi ça pourrait peut-être potentiellement vous être utile, comment ça marche aussi. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer par peut-être ce premier truc. Voilà. L'IA, c'est un outil. Parce que c'est vrai qu'on en fait des caisses aujourd'hui de ce que c'est que l'IA et que ça fait peur parce que ça va nous prendre notre job et que on ne sait pas ce qui va se passer et qu'il y a une espèce de climat qui fait peur parfois. Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que l'IA, c'est juste un marteau, quoi. Un marteau n'a jamais remplacé le job d'un bricoleur. Voilà. Peut-être ça lui aide à faire son job parce que quand même, planter un clou, c'est vachement plus simple avec un marteau qu'avec un caillou, quoi. En tout cas, du coup, je suppose que vous, par exemple, peut-être dans votre contexte professionnel, vous utilisez sûrement Excel tous les jours. Ouais, 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 super, c'est un super outil Excel. Alors normalement, justement, si vous utilisez Excel, je pense que, bon, malgré le fait que ce soit un outil génial, hein, je pense que si vous pouviez passer peut-être un peu moins de temps dessus, vous seriez vachement plus heureux. Bah voilà. Ça, c'est par exemple, c'est le premier, je dirais, outil, la première utilisation qui pour moi va être la plus utile pour vous. Dorian à la régie, est-ce que tu peux cliquer sur le lien qui est juste derrière, là, voir toute l'analyse? Je vous ai fait une petite démo justement d'utilisation de ChatGPT. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toute l'exposé sera sur l'IA générative. Donc ChatGPT, Mistral, Perplexity, principalement d'ailleurs sur du texte. Dorian, tu peux scroller pendant que je parle. Je ne vais pas parler du machine learning, de tout ce qui est intelligence artificielle, on va dire classique. Donc on va parler de tout ce qui se fait en ce moment. Donc par exemple, vous voyez que ce que j'ai fait aujourd'hui, alors vous ne le voyez pas exactement sur les images, parce que du coup sur les liens comme ça qui sont générés, ça ne se voit pas tout de suite. Mais ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai pris un gros Excel et je me suis dit, est-ce que ChatGPT, tu pourrais pas me faire une pré-analyse, quoi. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de ces, je crois que j'avais 50 boîtes sur lesquelles j'ai un peu simplifié, on va dire, la donnée, hein, mais sur lesquelles on voit des dépenses marketing, des dépenses en R&D, des dépenses sur des pôles admin, etc., etc. Qu'est-ce que toi t'en penses? Donc lui, qu'est-ce qu'il me fait? C'est qu'il génère du code qui ressemble à des macros Excel d'ailleurs, mais ça s'appelle du code Python. Et il va me donner ses résultats. Et alors, tous les trucs que vous ne voyez pas, qui est sur des images où il y a marqué « l'image générée n'est pas prise en charge par le chat partagé », c'est des graphiques qu'il m'a fait. Par exemple, il m'a trouvé une corrélation entre la R&D et le profit. Il dit plus il y a de R&D dans les boîtes que tu m'as montrées, plus il y a de R&D, plus il y a du profit, par exemple. C'est pas mal, non? Je sais que maintenant, sur ces boîtes-là, si elles ont investi pas mal en R&D, a priori, ça veut dire qu'elles vont me faire de l'argent. Alors, ce qui est pas mal en soi, c'est pas spécialement tant le résultat, parce que ça, vous auriez très certainement pu le trouver tout seul, parce que vous avez tous le cerveau super bien fait, j'en suis sûr. Par contre, c'est le temps que ça m'a pris. À votre avis, ça m'a pris combien de temps? 2 minutes, 10 secondes, ouais. Bon, non, ça m'a pris, allez, 5 minutes. Mais c'est ça qui est incroyable. Là où moi, ça m'a pris 5 minutes, vous, ça vous aurait peut-être pris sur votre Excel classique, peut-être 5-10 fois plus longtemps. Et alors, ce temps que vous gagnez, c'est super chouette parce que vous allez pouvoir le passer à quoi? Eh bien, pas nécessairement à travailler sur votre Excel, à travailler sur vos formules en disant « Ah, machin, il faut que je fasse ma recherche V pour récupérer machin ». C'est plutôt « Ah, bah tiens, voilà le résultat, qu'est-ce que je peux en faire ?» Vous êtes vachement plus autonome comme ça. Dorian, tu peux revenir sur les slides? Alors voilà un premier use case, moi je le trouve vachement bien, que j'utilise à peu près tout le temps. Puisque du coup, moi je trouve que mon rôle, je me suis pas présenté, donc du coup je suis patron de boîte moi aussi.
Et je trouve que mon rôle en tant que patron, c'est pas nécessairement de passer du temps sur de l'Excel, c'est plutôt de prendre des décisions sur les résultats de ces analyses, quoi. Pour vous, je suppose que ça va être à peu près la même chose. Si vous reprenez une boîte, vous avez envie de passer du temps à vous dire est-ce qu'elle va vraiment me servir à quelque chose, quoi, cette boîte, moins que passer du temps sur l'Excel. Un deuxième cas que vous pouvez utiliser, que moi j'aime vraiment beaucoup, parce que alors les avocats c'est vachement bien, mais ça coûte vachement cher. Voilà, alors je suis désolé, maître et maître, mais vous coûtez vachement cher. Mais c'est parce que justement vous êtes vachement utile. Et que moi, par exemple, en tant que chef d'entreprise, en général, j'ai plein de questions qui sont vachement inutiles pour vous, ou en tout cas sur lesquelles je dirais que j'en ai pas franchement pour mon argent à vous poser cette question-là à vous, quoi. C'est pas contre vous, mais c'est au contraire parce que ce que je me dis, moi, en tant qu'utilisateur de l'IA, c'est que je préfère que vous puissiez vous concentrer sur les trucs qui apportent vraiment de la valeur, sur les trucs où il faut vraiment du jus de cerveau, quoi. Pourtant, on a tous des questions qu'on aimerait bien poser, ou parfois sur des contextes ou des concepts qui ne nous sont pas forcément hyper familiers. Je prends littéralement tous les acronymes que vous m'avez dit dans les 3 exposés avant, je pense qu'il y a plein de choses que je ne connais pas. Mais grâce à ça, vous pouvez, pareil, en 3 minutes, chercher à avoir des définitions qui sont vachement bien. Alors ça, vous le savez sûrement déjà, mais donc que vous pouvez avoir des définitions vachement bien, et d'ailleurs que ça marche parfois même mieux que Google. C'est pour ça d'ailleurs que Google a un peu peur en ce moment de ce qui se passe avec l'émergence des IA génératives. Mais en plus, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que l'IA et les modèles génératifs sont extrêmement bons, parce que c'est le principe de l'IA, pour trouver l'aiguille dans la botte de foin. Autrement dit, l'article X alinéa machin sur un bouquin qui fait comme ça, un chat GPT va vous le trouver vachement plus vite que vous. Et ça, c'est vachement bien. Parce que je suppose aussi que quand vous reprenez des boîtes, il y a beaucoup de documentation que vous allez devoir regarder. Bah ça c'est, je dirais, le use case qui m'a servi énormément dans ma vie. Et que vous pouvez utiliser. Peut-être tu peux cliquer aussi, Dorian, une dernière fois pour voir un peu ce qu'a donné le chat. Comme ça, vous avez une idée. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé demander à ChatGPT juste des questions sur des sujets fiscaux. Et juste avant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai nourri de toute une base de données web qu'on peut trouver sur le web, d'articles de loi, de sujets fiscaux qu'on peut trouver sur les sites du gouvernement, quoi, des choses comme ça. Et comme ça, moi, il me fait ma réponse. C'est pas mal, non ? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, je suis le 4e, donc je suis là aussi pour vous réveiller, pour faire en sorte de donner de l'énergie à cette audience. Alors voilà, moi je dirais qu'en vrai, si je devais, je crois que je vous en ai mis 3, voilà. Quand vous voulez faire de l'analyse, et j'ai mis simple, et vous allez voir pourquoi après. Quand vous voulez faire de la synthèse de documents, j'en ai pas trop parlé, mais c'est à peu près la même chose que la recherche documentaire, je dirais. Grosso modo, quand vous avez de l'information que vous avez besoin de structurer, d'analyser ou de présenter, grosso modo, dès que vous avez de la manipulation d'informations, l'IA peut vachement vous aider. Alors justement, ce qui me fait... le but, je ne suis pas là pour vous pousser à utiliser l'IA. Par contre, je pense qu'en général, ça attise pas mal de curiosité. Et on a tous besoin de temps dans la vie. Donc, au lieu de vous présenter d'ailleurs la chose pendant des heures, je peux que vous conseiller de tester, en fait. ChatGPT, ça coûte rien. Et vous pouvez tenter, de temps en temps, quand vous avez justement plein de docs sur lesquels vous dites « Waouh, ça va prendre vachement longtemps de regarder des 120 pages de je sais pas quoi ». Si c'est dans un joli PDF, vous uploadez ça sur OpenAI et vous voyez ce que ça vous répond. Si vous avez peur que OpenAI vous vole vos données, vous pouvez aller sur Mistral, qui est un modèle français d'ailleurs. Ok ? Mais grosso modo, si vous pouvez vous dire dans mon contexte professionnel, c'est quand est-ce que, on va dire, la piste de je pourrais peut-être utiliser l'IA et ça pourrait peut-être m'aider, c'est dans ces 3 cas-là. Grosso modo, vous avez de l'info, il faut que j'en fasse une première analyse, il faut que je lui pose des questions, il faut que je la présente. Ok ?
si vous voulez démarrer, je vous ai donné 3 outils. Donc, je vous ai parlé de ChatGPT. Vous en avez forcément entendu parler, donc je ne reviens pas dessus. Je vous ai parlé justement de son concurrent, dont je fais la pub pour le coup, parce que je suis assez fier que nous, en France, on ait réussi à faire des modèles qui soient aussi bons que ChatGPT. Ça s'appelle Mistral. M-I-S-T-A-R-A-L. C'est pareil, c'est gratuit et c'est fait par des Français. Ces 2 modèles-là sont très bons pour des tâches généralistes. C'est-à-dire vous avez un peu de l'analyse à faire, vous ne savez pas trop exactement à quoi l'IA va bien vous servir. Ça, c'est votre go-to. Okay, allez vers ça. Vous pourrez toujours tester des choses. Si vous avez de la recherche documentaire à faire, et particulièrement d'ailleurs de la recherche qui va dont 80% se trouve sur Internet, mais qui vous savez que c'est de l'agrégat à faire. Le deuxième, perplexity.ai. Vous regardez ça, vous tapez n'importe quelle question que vous avez, ce modèle-là va s'occuper de vous faire votre recherche sur Internet pour vous et de vous faire votre agrégation et vous donner les sources. Donc comme ça, si vous n'êtes pas spécialement confiant du résultat, vous pouvez regarder les sources et les lire par vous-même. C'est ça qui est vachement bien par rapport à un ChatGPT qui ne vous donne pas ça. Et après, du coup, je vous ai quand même mis, parce que même si je trouve que c'est moins intéressant maintenant, ce qui est vachement intéressant, c'est la génération de texte, mais il y a quand même beaucoup de génération d'images. Et le meilleur outil que je peux vous donner, qui est gratuit aussi, qui s'appelle Canva, parce que vous pouvez faire pas mal de choses. Moi, le seul sujet que je trouve encore qui est dommage en IA générative d'images, c'est que on est très lié à des images type photographie, qu'elles soient cartoon ou réalistes, alors que je pense que nous, dans cette audience en tout cas, et je m'inclus dedans, c'est que l'utilisation de l'IA générative d'images, ou en tout cas de forme, ce serait plutôt dans des slides ou des choses comme ça. Mais pour le coup, les IA ne sont pas très très bonnes encore là-dessus. Alors, combien de temps il me reste? Pas très longtemps. Je voulais vous faire un petit laïus sur comment ça marche. Maintenant, je vous ai dit, testez, je vous ai donné 2-3 use cases. Ça marche comment derrière les fagots? On fait des maths? Waouh. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un ouais. Alors, je vais pas faire beaucoup de maths, mais je vais en faire un petit peu. Mon objectif derrière ça, c'est surtout que vous soyez vachement plus à l'aise quand même avec comment ça marche. La raison pour laquelle j'aime bien moi monter sur scène et essayer de vulgariser un peu la façon dont ça marche, et vous me direz si je l'ai bien fait, mais c'est de sortir de ce truc de iRobot, on va nous remplacer nos jobs et on va tout droit vers la catastrophe. Je pense qu'on en est loin d'être là et on est encore assez loin d'avoir des modèles qui réfléchissent vraiment, qui sont intelligents. On n'en est pas encore là. Alors, moi je suis fan de Star Wars. Vous voyez la citation, ça me fout tout ça. Alors, pour démarrer, pour vous savoir comment ça marche une IA générative de texte, on va démarrer par ce corpus. Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my. Vous savez quel est le mot d'après? Qui sont les vrais geeks ici? J'en ai 2, ouais. Alors, donc en fait, l'objectif de votre IA, d'un chat GPT, derrière les fagots, je vous donne exactement comment chat GPT fonctionne. Son objectif, c'est effectivement de trouver le prochain mot, en fonction de tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de contexte d'ailleurs, qui a une taille bien précise, et je vais vous expliquer à peu près comment ça marche après. Mais l'objectif de ChatGPT, en fait, c'est quel est le mot après « Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my ». Alors, je vais y mettre un... Oh, ça c'est mal fait, c'est mal mis. Mais je vais y mettre ce qu'on appelle un LLM. LLM, c'est un acronyme pour Large Language Models, mais entendez ChatGPT, Mistral, etc. Et en fait, qu'est-ce que va faire votre LLM? Il ne fait rien d'autre que créer ce qu'on appelle une distribution de probabilité. Il va dire, là, avec tout ce que je lis, la probabilité que le prochain mot soit only, c'est 60%. Mais tous les autres mots, il y a one, il y a hour, il y a left, etc., ont tous une probabilité. Ok? Comment j'ai choisi tous ces mots? En fait, c'est que ChatGPT, on l'a entraîné, vous l'avez sûrement entendu parler, sur tout le web, l'entièreté du web. Donc, a priori, il a beaucoup de mots de vocabulaire. Mais lui, il est capable de dire le prochain mot qui est probable de se passer, c'est, en l'occurrence, only. Et parce qu'il a 60%, c'est la probabilité la plus élevée, donc c'est ça que je vais choisir. Boum. Ouais. Super. Mais à quoi ça sert? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Derrière les fagots, en fait, on va continuer comme ça, indéfiniment. En fait, ce que je vous ai montré, alors je suis désolé, ça s'est un peu rétréci avec les téléchargements spécifiques, mais tout ça, là, vous avez vu tous les mots en noir, c'est ce que je vous ai appelé tout à l'heure comme la fenêtre de contexte.
Autrement dit, c'est quoi? Ça, c'est, on va dire, le nombre de tokens. Les tokens, c'est des mots, vous pourrez appeler ça des mots, mais c'est le nombre de mots qu'il y a dans une fenêtre de contexte, c'est-à-dire le nombre de mots qu'il y a pour entraîner le modèle. Okay, là, en l'occurrence, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Okay, bah, mon modèle, il va regarder 7 mots, et c'est en fonction de ces 7 mots qu'il va faire une probabilité. Alors, dans la vraie vie, ChatGPT 4 aujourd'hui, c'est 128 000 mots qu'il fait, sa fenêtre de contexte. Ça vous donne un peu une meilleure idée de ce que c'est que le contexte. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ChatGPT, il va regarder, en fait, et il va se dire, maintenant, je sais, j'ai prédit que le prochain mot, c'est only. Et donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre only dans ma nouvelle fenêtre de contexte. Je vais créer une nouvelle fenêtre de contexte, comme ça. Et sauf que vu que cette fenêtre de contexte, ça doit être fixe, là, en l'occurrence, c'est 7 mots, bah, j'ai poussé, j'ai enlevé help, et maintenant, le nouveau contexte, on va dire, c'est me, Obi-Wan Kenobi, you're my only. Et c'est quoi le mot d'après? Et bien pareil, je vais faire une autre probabilité. Et puis après, je continue. Et comme ça, 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 et comme ça. Jusqu'où je suis allé? Voilà, c'est bon, je me suis arrêté là. Et du coup, ce nom s'appelle autorégressive. Ça, c'est le truc mathématique, mais en langage plus vulgarisé, ça s'appelle de l'IA générative. Et un des modèles, c'est ChatGPT. Ouais, on sait comment ça marche maintenant. Waouh! Bravo! Alors en fait, vous, quand vous écrivez justement ce qui se passe, quand vous écrivez ou à ChatGPT par exemple, en fait, votre fenêtre de contexte, c'est quoi? Bah, c'est ce que vous voyez là en fait. C'est ce que je vais mettre en orange. En fait, votre modèle, à chaque fois que vous lui écrivez, il y a Tell me a story about Star Wars, et lui, il sait AI answer, ça doit être quelque chose après quoi. Tout mon contexte, c'est ça. Ok? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un prompt. Alors, du coup, dans la vraie vie, comment je l'ai entraîné? Et c'est là où je vais aller mathématiques, mais je vous promets, il reste 2 slides, donc c'est la partie mathématique. Vous êtes prêts pour votre du cerveau? Ouais. Alors en fait, ce qu'on appelle la façon dont on entraîne un modèle génératif de texte, c'est qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle des embeddings. Des embeddings, c'est quoi? Regardez, ça, c'est par exemple, c'est l'entièreté de mon corpus de texte. Ce qu'on appelle mon corpus de texte, ça va être l'ensemble de ma base de données d'entraînement. Ok? Ça, c'est l'ensemble de ce que j'ai. C'est tout petit, hein? ChatGPT, le vrai, c'est l'entièreté d'Internet. Mais nous, on fait un truc plus petit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que en fait, les modèles comprennent ce que c'est que du texte? Bah, ce que je dois faire, en fait, c'est que je dois remplacer ça. Je vous avais dit tout à l'heure, je dois faire des tokens. Des tokens, en fait, je vous avais dit tout simplement que c'était des mots. C'est pas exactement vrai. En fait, un token, ça peut être un bout de mot. Par exemple, un L', je vais peut-être compter ça comme un token, okay? Parce que ça a un sens en soi. Okay? Bon, peu importe, vous pouvez dire que c'est des mots. Qu'est-ce que je vais en faire? Bam, c'est là la mathématique. N'ayez pas peur, j'espère qu'il n'y a pas trop de sang qui sort de vos yeux. Mais ce que je fais en fait, c'est que je fais 3 étapes. Parce que des modèles mathématiques, des modèles qui vont dans des ordinateurs, ils ne comprennent pas des mots, ils comprennent que des chiffres. Et donc ce que je fais, c'est que pour l'entièreté de mon corpus de texte à ma gauche, donc à votre droite, je vais y assigner un numéro. Par exemple, Darth, que vous voyez tout en haut, il a le mot 0. Ensuite, c'est l'espace, ça a la valeur 1, etc., jusqu'à 20. Dans l'ancien monde, on s'arrêtait là. On disait, ouais, super, alors Darth, c'est 0, The, c'est 4, ou je sais pas quoi. Et on essayait d'entraîner des modèles comme ça. Sauf que ça, c'était il y a 10 ans, et il y a 10 ans, ça marchait pas, et d'ailleurs, on ne faisait pas grand-chose avec du texte. Puis est arrivé ChatGPT, et on s'est dit, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait encore plus complexifier, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la valeur 0, en fait, ça va plus être juste 0, ça va être 3 chiffres. Par exemple, vous voyez, à gauche, là, je crois que j'ai peut-être un... Non, je sais pas. Vous voyez en haut, tout en haut, le 0. Si vous voyez les 3 valeurs qui sont juste à droite encore, 0 est exprimé comme moins 0.1877, moins 0.7584, 0.40, etc., etc. Alors à quoi ça sert, vous me direz, de faire ça? En fait, ça me permet de quoi? Ça me permet de faire des graphiques. Ça me permet en fait de complexifier et d'ajouter ce qu'on appelle de la dimension à une donnée, à un mot. Okay? Alors je pense que peut-être en premier rang, vous devez voir les mots, mais au dernier rang, vous ne devez absolument pas les voir, donc je vais vous décrire ce qu'il y a. C'est que chaque point que vous voyez, c'est un mot. Okay? Et alors du coup, au départ, quand vous entraînez votre modèle,
votre modèle, il ne sait absolument pas où doivent se trouver les mots dans un contexte, donc il les place n'importe où dans un graphe. Mais ce qui est intéressant de voir ce qui se passe, c'est quand l'entraînement se passe. À mesure que l'entraînement se passe, en fait, votre modèle, son objectif, et c'est derrière ChatGPT, ce qu'on appelle, il y a un papier en fait, de recherche qui s'appelle la couche d'attention, c'est le modèle vraiment qui est comme ça. En fait, il va essayer de chercher du contexte, non pas pour un mot en soi, mais relatif aux autres. Je sais, c'est pas facile, mais regardez. Relatif aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, là, en bas à droite, j'ai le mot « force ». Okay, souvenez-vous, « may the force be with you », etc. Ben, en fait, à mesure que mon entraînement va se faire, vous voyez que le mot « force », là, en ce moment, il est assez loin de « Jedi », par exemple. Alors que pourtant, dans un contexte Star Wars, on sait que la force, c'est un truc des Jedi. Okay, donc, on pourrait se dire, vous le savez à peu près, que ce mot-là, relatif à Jedi, il pourrait être proche. Okay, pareil, dans le contexte, on sait que strong, vu que c'est un mot qui arrive souvent, dans The Force is strong with je sais pas quoi, ça c'est un mot qui pourrait être souvent aussi proche. Okay, pareil avec may. Là, vous voyez que là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, il est nulle part d'ailleurs ici. Mais ce qu'on sait, c'est que du coup, vous avez vu mon corpus de texte au départ, may, bah, ça vient souvent avec may the force. Okay, ça devrait sûrement être plus proche de force, okay, plutôt par ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est ce qui se passe dans l'entraînement. C'est ça que je dis quand c'est relatif aux autres. C'est qu'en fait, une fois que je me suis entraîné, regardez, j'ai replacé mes mots après entraînement. Et vous voyez que j'ai un gros pâté là d'ailleurs à droite. Mais ce que vous voyez en fait, c'est que tous les mots qui ont un rapport avec la force se trouvent plutôt à droite. Tous les mots qui sont d'ailleurs Luke Skywalker, Dark Vador, etc., se retrouvent en bas à gauche. Ça crée un peu ce qu'on appelle des clusters. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans mon entraînement? C'est que mon modèle a compris un espèce de sens, non pas en soi des mots, mais relatif aux autres. Ce qu'on appelle l'attention. J'ai fait attention aux mots qui sont autour de moi dans la phrase. Et c'est comme ça que ça marche. C'est depuis ce papier de recherche qui s'appelle la couche d'attention, c'est ce qui a fait tous les nouveaux modèles. Et après, c'est ce qui construit toute ma probabilité de quel est le mot qui va se retrouver après ma fenêtre de contexte. Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my. Bah là, en l'occurrence, vu que j'ai appris que je sais qu'il y a des mots qui sont similaires les uns aux autres, ou qui ont un sens, on va dire, commun, c'est comme ça que je peux faire ma courbe de probabilité. Waouh, c'est fini, ça y est, il n'y a plus de maths. Alors, maintenant, le truc, c'est que on ne s'est pas arrêté là avec l'IA, parce que justement, on s'est dit à un moment que générer du texte, c'est vachement bien, mais c'est comme mettre, c'est des modèles surpuissants, un peu en cage. Parce qu'en fait, à part générer du texte, je ne peux pas agir, je ne peux pas faire grand-chose en fait. Si je lui fais demander que de générer du texte, ça fait plein de trucs, mais tout à l'heure, vous avez vu dans mes cas d'usage, je vous ai parlé de faire du code, analyser, créer des graphes, etc., etc. En fait, ça, c'est des choses qu'on a ajoutées depuis sur des modèles génératifs de texte qui, eux, sont capables de faire quelque chose. Mais ça, c'est rien d'autre que des choses qu'on savait déjà faire. Par exemple, quand je vous disais créer des graphes, en fait, créer un graphe, ce n'est en soi, c'est que du code qui a été interprété. Quand vous faites votre Excel, par exemple, et que vous avez une formule, et que vous appuyez sur « Entrée » et qu'il se passe quelque chose, à ce moment-là, votre Excel interprète la fonction. Okay, si vous faites recherche V, je ne sais pas quoi, ou 3 plus 2, machin, ça, un moment pour que le 3 plus 2 se fasse exactement, il y a une interprétation, un interpréteur, en fait. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des agents. Parce qu'il y a des agents qui sont spécifiques à faire plein de trucs. Il y a des agents qui font du code, mais il y a des agents qui font des recherches sur le web. Il y a des agents qui font X, Y, Z choses. Et c'est ça qui fait tout le pouvoir en fait, de l'IA générative aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des modèles qui sont, eux, capables de générer du texte. Grâce à ça, ils sont capables de dire « il faudrait potentiellement que je prenne cette décision-là ». Et grâce aux agents, l'action est vraiment prise de faire du code, etc., etc. C'est là que la magie se passe. C'est fini. Ok.
Alors, je crois j'ai épuisé votre temps de cerveau. Si vous êtes super intéressé, vous pourrez me poser des questions après. C'est juste, je voulais vous laisser avec quelques points d'attention, qui sont les 2 points que je vous ai mis là, sur lesquels je pense que ça vous sera utile. Alors, il y a plein de choses qu'on peut discuter, bien sûr, sur l'éthique avec l'IA, etc., etc. Avec plaisir pour en discuter. Mais là, je vous parle de vous, potentiellement, qui utiliseriez une ou plusieurs IA pour réaliser vos projets. Le premier point d'attention, c'est faites vachement gaffe, parce que l'IA a tendance à vous conforter plutôt qu'à vous challenger. C'est-à-dire, si vous avez déjà un peu une idée préconçue, vous allez de toute façon écrire un truc préconçu, et l'IA elle dit oui, 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 oui. Vous allez voir, vous pouvez essayer. Il y a des expériences qui sont vachement marrantes. Par exemple, vous pouvez essayer je sais pas, de dire 6 plus 3, 12. Il va vous dire, c'est pas loin, mais c'est pas trop ça. Si vous dites, si, 6 plus 3, 12. Et le truc, c'est que là, ça paraît évident qu'il faut dire non, mais parfois, c'est pas forcément super évident. Par exemple, je sais pas, vous pouvez avoir peut-être une règle fiscale sur laquelle vous dites, ah ouais, je pense que moi, je l'interprète plutôt comme ça, et vous dites, ah, je pourrais peut-être essayer de vérifier. Ça pourrait peut-être m'être utile. Donc, j'ai cette telle règle fiscale, je pense que ça veut dire ça. Est-ce que j'ai bien compris cette règle? Si vous dites oui, mais pas trop, mais un peu quand même. Il y a vite fait. Alors, ça peut, exactement, ça peut fonctionner. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que faites bien attention à ça. Vous allez forcément, il y a toujours des moments où vous allez vouloir l'utiliser pour peut-être faire des vérifications, faire des choses où, en tout cas, l'IA vous challengera vraiment jamais sur ce que vous faites. Vous pouvez faire un truc, elle vous dira toujours que ce sera super. Ok. Ensuite, le deuxième point, souvent on parle de prompt engineering, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais derrière le mot prompt engineering, derrière le truc de dire ouais, maintenant il faut bien utiliser les IA, c'est parce qu'en fait une IA mal guidée, c'est des résultats pourris. Si je m'amuse à dire par exemple, voilà ChatGPT, voilà mes 150 super startups que j'ai envie de reprendre, laquelle je choisis? À votre avis, quel va être le résultat en termes de qualité sur une échelle de 1 à 5? Moins 5, ouais, exactement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous allez devoir, à un moment, travailler avec l'IA. L'IA, ce sera votre ChatGPT aujourd'hui, c'est loin d'être quelqu'un qui est meilleur que vous, c'est juste un très bon stagiaire avec une mémoire de cheval. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais peut-être la garder aussi, celle-là, non? Très bon stagiaire avec une mémoire de cheval. Mais ça n'enlève pas votre expertise. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous continuerez dans vos projets peut-être de reprise, d'aller voir des avocats, d'aller voir des experts comptables, etc., etc. Mais vos experts comptables, vos avocats, etc., etc., vous irez les voir pour leur poser des vraies questions, des questions sur lesquelles votre expert comptable et votre avocat sera d'ailleurs content de vous répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est fini. Merci. Des questions, des envies, des remarques? Est-ce qu'il y a une question? Oui. Moi, j'en avais une. Comment on reconnaît dans un texte que le ChatGPT a été utilisé? Alors, vous avez d'autres IA qui sont maintenant capables de détecter si un texte a été fait par de l'IA. Donc, aujourd'hui, vous avez des sites qui existent où vous pouvez copier-coller le texte et voir si c'était généré par de l'IA. Donc ça, on va dire, c'est la question, la réponse parfaite. Et après, honnêtement, utilisez l'IA et vous allez lire les réponses à chaque fois et vous allez vous habituer votre œil et après, vous allez repérer ça tout de suite direct. Ça se fait très très bien. Il y a une patte, je peux vous dire tout de suite qu'il y a une soupe IA qui est une espèce de c'est pas mal, c'est bien fait, c'est parfait, mais ça n'a pas d'âme. Voilà, vous allez le voir. Si ça vous fait marrer, c'est que vous le voyez déjà, c'est bien. On est bon? Merci. Si c'est ça,
Si c'est ça, le mot d'après, c'est cocktail.